Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous consacré aujourd'hui à l'épineuse question du logement, notamment dans certaines zones dites non loties de Ouagadougou, avec Herman Moussa Konkobo, président de la coalition des associations de défense pour le droit au logement, section de Bogodogo et de Saba. Bonjour Monsieur Konkobo et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Président. Nous recevons également Yakoubou Kéré, vice-président de la même coalition, donc la coalition des associations de défense pour le droit au logement, section de Bogodogo et de Saba. Bonjour Monsieur Kéré, merci d'honorer notre convocation. Bonjour Président. Bonjour et bienvenue à tous les deux pour cette audience à laquelle siègent les juges Bernard Bougma et Geoffroy Vaha. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour Président Tomondi, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour juge Geoffroy Vaha, bonjour à toutes, bonjour à tous, à nouveau bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM, la télévision True TV ainsi que sur toutes nos plateformes numériques. Faisons donc toute la place aux avant-propos des juges que je convoque à présent. Instant avant-propos avec des coups de cœur, des cris de cœur ou des interpellations et on commence avec Bernard Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la Russie avec Prigojine et Poutine. Finalement, on se pose la question de savoir à quel jeu ces deux-là jouent. Est-ce qu'ils sont sincères dans leur façon de faire? Parce que avec la société Wagner dans la guerre en Ukraine, on a vu le retournement qu'il y a eu lieu. Une rébellion que moi j'ai qualifiée de entre-griffes que le patron de Wagner a déclenché pour venir prendre Moscou. Bon, franchement, ça ressemble à un jeu. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Selon le classement mondial 2023, l'armée russe est la deuxième plus puissante au monde après celle des États-Unis d'Amérique. Son budget, c'est 154 milliards de dollars. Le nombre de bombes nucléaires, c'est 6225. Et les États-Unis ont 5500 parce que il y a des paramètres où il y a l'un qui dépasse l'autre. Mais le nombre de soldats actifs de l'armée russe, c'est 850 000 et 250 000 réservistes. Et voilà quelqu'un qui fonce sur une capitale d'une telle puissance militaire avec seulement 25 000 hommes. Il n'y a pas eu de riposte, il n'y a rien eu. Et bon, franchement, la question qu'on se pose, est-ce que les troupes de Wagner, ils étaient au sérieux dans leur affaire? Est-ce que réellement Poutine qui dit que c'est un poignard dans le dos s'est laissé poignarder? Et comment est-ce qu'il a perdu le contrôle de toute son armée à tel enseigne qu'il n'y a même pas un seul soldat russe qui dise nous ne sommes pas d'accord parce que nous sommes républicains, nous défendons la Russie? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis bon, paf, c'est chez l'ami de Poutine quand on dit que le patron de Wagner va aller en exil. Bon, chez le Bélarus, bon, ça... En fait, ce jeu-là, c'est vrai que cette scène n'a pas encore livré tous ses secrets, mais il y a beaucoup d'interrogations qui restent sans réponse. C'est vrai qu'en Ukraine, l'opération spéciale, Poutine, selon ceux qui maîtrisent cette affaire, ça disent, Poutine a atteint son objectif parce qu'il avait des régions qu'il voulait. Il les a prises, le reste, bon, c'est pourquoi il a qualifié d'opération spéciale. Est-ce que c'était réellement prendre quelques régions ou bien c'était réellement pour faire plier l'Ukraine? Seul Poutine et ses hommes peuvent réellement savoir. Mais j'ai dit, la guerre aussi c'est un art. C'est un art qui n'est pas laissé aussi à la portée de tout le monde. Et comme un art, en général, quand ce n'est pas fini, vous ne savez pas où est-ce qu'on va vous mener, l'on entend de voir. Mais franchement, cette situation, j'ai dit, c'est pourquoi moi je qualifie de jeu. Quel jeu ces deux-là ont joué avec le monde, ont joué avec les... Comment on appelle ça? Oui, le monde de tout, comme on appelle ça, ensemble. Parce que pour certains, c'était fini pour Poutine, celui de Wagner va aller le déloger. Et en même temps, c'est une puissance militaire qui est là, qui a des armes qu'on exhibe, qu'on appelle Satan 2, capable de faire tout, de rayer tel pays de la carte. Et puis un tel monsieur se lève pour défier une telle armée.
Et puis Poutine qui se montre fébrile face à une seule situation. Est-ce qu'il est réellement fébrile ou c'est un jeu qu'il joue? On entendra de voir, mais franchement, c'est une affaire qui est suffisamment, qui renferme en elle beaucoup d'interrogations. Et c'était donc l'avant-propos du juge Bernard Bougma. On écoute à présent le juge Ofava. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner, on va dire, l'affaire sortie Djibril Bassolé, parce qu'il avait été, je pense, entendu par une commission de l'Assemblée nationale française, et on a vu la sortie de nos autorités pour s'inquiéter de ce que les prises de parole et les positions de Djibril Bassolé, au regard de son statut, pourraient, on va dire, avoir un impact sur les relations entre le Burkina et la France. Ce sont des craintes en tout cas qui sont légitimes. Maintenant, moi, je me demande, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'État, on est logique avec nous? Parce qu'on rappelle très bien que ce monsieur, il était très malade. On parlait d'un cancer lorsqu'il était évacué, c'était en 2020. Et depuis, je ne sais pas si notre justice parle du fait qu'il a été condamné à 10 ans de prison dans une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État. Donc, jusqu'à présent, apparemment, tant qu'il ne parle pas, ça ne dérange pas, ou je ne sais pas. Donc, pour que les autres nous respectent, il faut que nous-mêmes nous respectons et respections nos textes, soyons logiques avec nous-mêmes. Donc, il y a déjà ça. Et puis, dans la diplomatie, on met tout, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que notre ministère fait lorsqu'il travaille ou est en visite sur des lieux où on peut avoir des moyens de pression sur celui qui semble maintenant bien portant, alors qu'il a encore des éléments qui n'ont pas été entièrement, on va dire comme ça, vidés avec la justice. Il a été même condamné, c'est-à-dire qu'il a encore il a encore quelque chose qui court sur son dos. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des personnes qui peuvent permettre... Mais de quoi il s'agit? Ça n'intéresse pas. Donc tout ça, mis bout à bout, franchement, ça met très mal à l'aise quand on voit un peu la leçon qu'on veut donner. On est peut-être gêné parce que ces prises de position sont aux antipodes, en tout cas, de la dynamique qui est enclenchée ici aujourd'hui. Mais en même temps, nous, on a fait quoi? Le statut dont on parle, c'est de quel statut? C'est quelqu'un qui était en prison ici, qui est parti, mais auquel cas, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nos petits voleurs de poulet, là, quand ils bougent un peu de la prison, on sait ce qui se passe. Donc, et ça nous ramène la question des libertés qu'on accorde, de beaucoup d'autres choses. Quelquefois, on gère des éléments politiquement, et après, on veut venir sur d'autres terrains pour donner des leçons. Je pense que s'il y a quelque chose à faire, il y a d'autres terrains d'abord sur lesquels on a été absent, parce qu'il est condamné, je le dis encore. Maintenant, le reste, ça s'apprécie. Et puis, les Français et cette Assemblée nationale, elle est libre de recevoir quelquefois les personnes de ressources qu'elle pense, pouvoir les éclairer sur certains sujets. Ça aussi, c'est une réalité. C'est une réalité, les réalités se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faut donc arriver à la vraie réalité des choses. Aujourd'hui, nous avons deux convoqués à cette audience du tribunal de l'actualité qui examine la question du logement au Burkina avec donc Herman Moussa Konkobo qui est président de la coalition des associations de défense pour le droit au logement, section de Bogodogo et de Saba. Nous recevrons également Yakoubou Kéré, vice-président de cette même coalition. Deux convoqués qui se prêtent maintenant aux questions des juges. Bernard Bougma. Merci, Président. Alors, première question, c'est la situation de la loi qui a été votée sur la promotion immobilière. C'est vrai que pour le moment, on parle non loti. Voilà, il y a cette loi qui a été aboutie, qui est adoptée à l'Assemblée nationale. Et il y en a qui ne sont pas d'accord, en tout cas dans certaines de ces dispositions, alors que c'est une loi qui était attendue depuis de longues années. Ce n'est même pas d'aujourd'hui que date de cette loi-là. Elle a été adoptée. Vous, comme vous êtes dans le domaine de défense du droit au logement, que pensez-vous de l'adoption de cette loi portant la promotion immobilière? Monsieur Konkobo. Merci bien, merci pour cette question. Déjà, je dois dire que notre coalition est un regroupement de plusieurs associations autour de la question du droit au logement. Et ceci dit, je dois dire que notre activité la semaine dernière était relative, faisait cas, en fait, il s'agissait d'une assemblée générale pour faire le point sur la situation du droit au logement, notamment dans le contexte actuel de la transition.
Et c'est ce qui nous a mené effectivement à tenir cette activité, notamment pour dresser la situation au niveau de notre zone d'intervention. Donc, c'est ce que je voulais juste préciser avant de revenir sur la question du juge Bougma. Et il faut dire que sur la question de l'adoption de la loi portant promotion immobilière, et au niveau de la coalition dans sa globalité, nous n'avons pas encore analysé en fait, et je vais dire les avancées ou en fait les limites de cette loi. Mais ceci dit, il faut dire que nous avons participé à certaines commissions de choses d'élaboration de cette loi. Et notre position à l'époque était qu'il faut définir une politique réelle du logement qui puisse permettre aux populations burkinabées d'y avoir accès. Et sur cette base, notre proposition était effectivement de mettre fin à cette promotion foncière. Et deuxièmement, c'était effectivement que l'État elle-même, en fait, s'en occupe. Mais en ce qui concerne la loi, pour ce que nous avons vu déjà, et ce n'est pas le cas. On peut se réjouir sur la question de la promotion immobilière qui est quand même réduit. Je dis quand même réduit parce qu'on peut rentrer en détail un peu sur certaines dispositions qui réduit quand même, mais qui fondamentalement ne met pas fin à la spéculation sur le foncier, mais aussi au fait que ne permet pas véritablement à ce que les populations qui ont des revenus modestes puissent avoir accès aux droits au logement. Donc, pour terminer, notre position au niveau de la KDDL, c'est qu'il faut une politique du logement, politique véritable sur le logement, et que l'État elle-même doit effectivement créer des agences, son agence qui s'en occupe pour permettre aux populations d'y avoir accès. Et c'est pas ce que nous avons vu. Alors, vous dites que ce n'est pas ce que vous avez vu, parce que la loi, naturellement, ne visait pas, je ne pense pas que c'est pour faire la promotion du logement, mais c'est pour encadrer un secteur bien donné, la promotion immobilière. Excusez-moi, peut-être que ce que vous attendez, ça va venir, mais en attendant, c'était pour régler les questions sur la promotion immobilière. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il y a des points de satisfaction dans certaines dispositions, même si ce n'est pas ce que vous attendiez réellement? D'accord, peut-être pour revenir sur cette question, il faut dire que la problématique du foncier, et je veux dire du foncier dans sa globalité, mais aussi la question de la promotion immobilière ne date pas d'aujourd'hui. Exactement. Oui. Voilà, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous, dans ce contexte de transition, si véritablement les choses auraient, en tout cas dans la question, et je veux dire du foncier sur lequel nous nous battons, s'il y a véritablement changement, je pense que déjà en 7 mois, sans oublier qu'on a déjà eu une transition passée qui a déjà fait 8 ou 9 mois, et actuellement nous sommes à quel mois? Nous devrons nous attendre, parce que la question est liée à véritablement une politique de logement. Les gens manifestent pourquoi? Les gens, et je vais dire que les populations rejettent en fait la politique de la promotion foncière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un problème d'accès au logement. Et il y a un problème d'accès au logement, ça c'est pour ce que ce que nous concerne dans notre domaine. Donc du coup, c'est ce qui amène en fait, c'est ce qui a amené aussi, je pense, à la révision de la loi. Et nous attendions que l'État en fait s'en saisisse de cette opportunité pour véritablement définir en fait une politique du logement décent pour les populations. Voilà. Donc c'est dit, ce qui a été adopté, il n'y a pas de point d'encouragement là-dedans. Parce que ce que vous attendiez n'est pas venu, au moins pour l'encadrement du secteur de la promotion immobilière, il n'y a pas un bon point quelque part. Bon, pour le seul point que nous relevons, c'est sur la promotion, la promotion foncière. Et sur la promotion foncière, ce qu'on peut dire, d'abord, il y a le fait que les promoteurs immobiliers privés ne peuvent plus faire de la promotion foncière. Ça, c'est le premier aspect qui semble être encourageant. Le deuxième aspect, c'est le fait que la superficie, en fait, est attribuée ou dont les promoteurs peuvent avoir accès a été ramenée à 5, pour ce que j'ai pu constater. 5 hectares. À 5 hectares.
Mais allons-y dans les détails. Si nous faisons le lien sur les préoccupations que nous défendons, notamment sur la question de l'appurement du passif, notamment sur l'accès au logement. Même lorsque quelqu'un a 5, mais lorsque un immobilier, par exemple, mobilise 5 hectares, par exemple dans la commune de Ouagadougou ou dans le Grand Ouaga, ces 5 hectares, lorsque ces 5 hectares sont aménagés et qu'elle construit, par exemple, des maisons pour habitation, moi, par exemple, si j'ai les moyens, je peux aller m'en acheter peut-être tous les lots qui y sont dans les 5 hectares. Ce n'est pas interdit. Mais est-ce que ça contribue en fait à résoudre la problématique du logement, par exemple, qui est posée notamment pour les endroits que nous connaissons, Bobo et Ouaga? Nous ne pensons pas. Donc, c'est pourquoi nous disons il faut aller au-delà de ça en définissant une politique en fait du droit au logement. On a vu la politique des 40 000 logements sous ROC. Qu'est-ce que ça a donné? Je pense que le bilan était quoi? C'est M. Maître Bilomene même qui disait que c'était un échec. Nous savons que c'est chaotique. Vous voyez? Est-ce qu'au niveau de la transition à l'étape actuelle, on continue sur la même politique de 40 000 logements? Ou est-ce qu'on a défini une nouvelle politique? En tout cas, nous n'avons pas connaissance de là. En ce qui concerne même la question de la promotion foncière, mais il y a la SONATU qui n'a pas été exclue de ce droit. Alors, est-ce que la SONATU, si bien que c'est une société parapublique, mais elle fait de la promotion foncière, et la promotion foncière qu'elle fait, elle profite à qui? Vous avez vu la publication, en fait, des souscriptions de la SONATU pour le cas des Ignorés? Vous avez vu les coûts qui y sont? Est-ce que ça permet aux populations qui ont des revenus modestes d'y accéder? Je ne pense pas. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller au-delà de ce que nous avons vu, parce que dans notre pays, on en a déjà vu des expériences où l'État elle-même, elle a pris en charge en fait la question du logement, de la politique du logement en main et non la confier. Pour nous, ce qu'on peut, pour résumer, c'est pour dire que la politique, si on s'en tient à ce que la loi a dit, la politique du droit au logement est toujours entre les mains des promoteurs immobiliers privés et celui parapublic qu'est la SONATU. Geoffroy Varin. Je crois aussi que le cœur du problème lorsqu'on parle de logement, ici au Burkina, on confond beaucoup le logement et la parcelle. Le logement décent, c'est pas avoir une parcelle. Est-ce que ça aussi c'est un discours qu'on tient? Parce que tant qu'il n'y a pas cette sensibilisation, on ne comprendra pas. Tout à l'heure, vous disiez, quand on regarde le prix des parcelles, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas avoir une parcelle. Il faut avoir les moyens pour avoir une parcelle. Mais tout le monde a droit à un logement décent. Ça, c'est deux choses qui sont bien distinctes. Est-ce que ce discours-là, profond et vrai, c'est ce que vous tenez aux autres? Parce que très souvent, quand vous venez défendre des gens, c'est ceux qui sont ils disent non lotis, mais les mêmes on les retrouve. Nous on fait beaucoup de reportages. Vous le retrouvez dans un non loti ici, il y a un autre problème d'un autre non loti, vous le retrouvez là-bas. En fait, il est un spéculateur foncier. Lui n'a pas d'agence. Et ils sont nombreux à Ouaga. Ça aussi c'est une réalité. Ou bien vous me corrigez. Mais on va peut-être laisser le vice-président aussi répondre là-dessus. Bonjour. Oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Mais moi, je me dis que tout ça, là, c'est la faute du gouvernement. Voilà, c'est le gouvernement qui devait mettre en place un système pour que ce genre de comportement n'arrive pas. C'est vrai qu'on retrouve les mêmes personnes dans plusieurs non-lotis. Mais le problème est quoi? C'est vrai que le problème tarde depuis fort longtemps. Comme ça tarde depuis fort longtemps, là, le lotissement, quand on prend un lotissement, quand même, on devait l'achever. Si on ne l'achève pas et que bon, il y a des problèmes, on met ça en suspension, les gens se disent que non, il ne doit pas avoir de terrain là-bas, de parcelles là-bas. Donc il part dans un non-outil encore pour se créer d'autres outils. C'est le cas de le Grand Bordeaux.
C'est le cas du Grand Bordeaux. Quand on a fait le lotissement et après la suspension, parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes et qu'on a suspendu. Quand on a suspendu, bon, les gens se disent qu'ils ne peuvent pas avoir et que bon, ils se sont retrouvés vers Dikofer et que bon, là-bas encore c'est rempli. Donc c'est l'État quand même s'il commence et qu'il y a la transparence. Surtout c'est le problème de la transparence dans les attributions des parcelles. Vous vous retrouvez, vous ne savez pas où la personne a quitté. Il n'est même pas à Ouara, il se retrouve avec une parcelle dans votre zone. Or que vous qui habitez là-bas même, vous ne gagnez pas les parcelles là. C'est ça le problème. Ou bien que quand on la vend, puis on va ailleurs encore. Je voudrais peut-être réagir à ce niveau. Et deux choses. Effectivement, c'est ce qui se dit. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème sur la question de l'accès au logement. Et pour répondre à votre première question, vous avez vu dans notre plateforme, l'intitulé de notre coalition le dit. La coalition de défense du droit au logement. Et c'est pourquoi nous parlons de politique de logement. Donc c'est très clair. Ça c'est le premier aspect. Mais revenons à la question de tout le monde ne peut pas avoir une parcelle. Je pense qu'il faut pousser la réflexion plus loin. Nous sommes dans quel type d'économie? C'est ça, c'est l'économie marchande. Est-ce que l'État ou la politique actuelle permet, en fait, il connaît les revenus. Il connaît les revenus. Est-ce que la politique actuelle permet aux populations qui ont des revenus modestes d'y avoir accès? Même tant bien même que c'est des services comme la SONATU, des services de l'État. Donc c'est là la question. Voilà. Et si effectivement on n'était pas dans une économie de marché, ou si on n'était pas dans une économie de marché qui fait la promotion en fait je vais dire que des droits humains de manière, je vais dire que des droits élémentaires de vie comme un accès à un logement, on ne serait pas dans cette condition. Il y a des pays où il y a, même au Burkina, je pense que dans des années un peu reculées, il y a 30 ans par exemple, il y a eu des formes de politique d'accès au logement qui permettaient aux populations d'y avoir accès. On peut améliorer cela. Nous pensons qu'on peut améliorer cela. Et si cela n'existe pas, mais comprenez. Donc pour moi, c'est la question de la définition de la politique. En fait, pour nous, c'est la question de la définition de la politique droit au logement qui pose problème, qui font que les populations ne peuvent pas avoir accès. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, sur le fait que les populations elles-mêmes se retrouvent perpétuellement dans les non-lotis. Nous avons proposé de faire un fichier qui identifie l'ensemble des parcelles depuis belle lurette. Ça n'a jamais vu le jour. Pourtant, le système informatisé, parce que j'en connais une ou deux en non-loti, il est parti de l'autre côté, on dit mais vous avez déjà un non-loti. Oui, par exemple, si par exemple ça c'est défini, je pense que les opérations je vais dire restructuration, ça ne peut pas poser un problème que les gens aident et se retrouvent dans les zones non-lotis. En plus, prenons le passif, il n'y a pas de la transparence. C'est un élément très fondamental. Est-ce que vous concevez que après une opération de restructuration, des individus puissent se retrouver à 200 parcelles? Est-ce que vous pensez que après, je vais dire le rapport d'enquête parlementaire qui a défini plus de 105 000 parcelles qui ont fait l'objet en fait d'attributions irrégulières? Est-ce que vous ne convenez pas que les populations, souvent qui se retrouvent dans certaines zones non loties, ont aussi raison? Pas qu'ils vendent. Parce que nous sommes dans une coalition où la majeure partie de nos militants, ou la majeure partie des populations, pas qu'ils ont vendu pour se retrouver dans une autre non-lotie, mais parce que les conditions de transparence n'ont pas été mises de sorte à ce que, en fait, ils ne soient pas attributeurs. Voilà pourquoi ils se retrouvent. Pire, il y a des autorités ici, au niveau local, au niveau des arrondissements, qui pour la résolution du passif proposent même à des résidents de les proposer des non-lotis dans d'autres communes pour qu'ils libèrent la place. Troisièmement, cette question de les populations se retrouvent perpétuellement dans les zones non-loties. L'appurement du passif, elle date de quand? Des lotissements qui ont été faits 2003, 2005, 2006 et qui a révélé des graves malversations et que certains individus se sont retrouvés à plus de 100 parcelles
et qui en ont redistribué ça à leurs copains. Et ce passif n'est pas apuré jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez que la population fasse quoi? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir aller se payer des parcelles ou se louer des logements? Revenons même à la ville. Oui, mais si vous développez tout en même temps, on ne pourra pas interagir, justement. La question, c'est pour ça, j'ai dit, le droit au logement, ce n'est pas le droit à une parcelle. Parce que tout le monde ne peut pas avoir de parcelle. Quand vous développez, vous arc-boutez sur la question des parcelles. J'ai dit, c'est ça aussi le problème. Est-ce que c'est pas là le nœud? Parce que quand on vient vendre à des gens que, apparemment, la question se lie à chacun sa parcelle, ça ne peut pas être possible. Ce n'est même pas possible. Combien de travailleurs vous avez à Ouagadougou ici qui sont en train de cotiser qui n'ont pas de parcelles? Ils veulent bien des parcelles, c'est parce que ça coûte, c'est un coût. C'est une réalité. Donc, c'est pas celui qui n'en a pas qui va dire que bon, lui aussi, forcément, il doit en avoir une. Tout le monde a besoin d'un toit au-dessus de sa tête et de loger de façon décente. Je vous prends au mot. Parlons des textes. Sur la question des bails locatifs, là. On a vu ici, vous avez participé aux travaux. On a revu, on est parti à l'Assemblée nationale, tout ça. Ça a changé quoi dans les maisons qui sont dans les quartiers, là, en termes de prix? Pourquoi ce combat-là, on ne l'entend pas? Le prix du loyer. Le prix du loyer. Pourquoi? Je veux dire que, là, ça, c'est, quand on parle de logement, là, l'accessibilité, ça, c'est des éléments aussi qui sont concrets. Mais on sent plus bouger les choses sur les questions de parcelles. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas dit que la population se retrouve dans les non-lotis. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Celui qui ne peut pas louer un appartement, qui n'a même pas le minimum, il va chercher un coin où il peut construire un petit truc et puis y être. Il y en a qui sont indigents et qui sont là-bas. Mais il y en a aussi, c'est devenu leur travail. Ils sont pires même que les agences immobilières. C'est des spéculateurs fonciers. Le monsieur, là, 3-4 frères, là, ils sont calés, c'est leur travail. Ils espèrent que seulement on vienne lotir, et ça va devenir 5-10 millions après. Et puis, quand ils vendent ça, il va ailleurs. Ça aussi, c'est une vérité. Ils sont nombreux. C'est de ça que je parle. Vous avez dit que c'est parce que nous sommes dans une économie de marché que c'est comme ça. Je voulais savoir si on n'était pas dans une économie de marché, tout le monde pouvait avoir une parcelle. Écoutez, je pense que... Ma question est claire. Oui, votre question est claire, mais la réponse aussi va être claire. Nous avons parlé de droit au logement. J'ai même répété à maintes reprises, ça c'est un. De deux, nous estimons même que les spéculateurs, là, même quand vous prenez même une zone non lotie, les spéculateurs, là, si quelqu'un même a 2 ou 3 petites portions de terre et qu'il veut peut-être pour avoir peut-être 2 ou 3, nous pensons que même dans le quartier, si la structure est chargée en fait des attributions ou en fait de la viabilisation pour identifier tous les spéculateurs, ce n'est même pas difficile. Nous par exemple, pour les identifier, ce n'est pas difficile. C'est un travail de 6 jours, 7 jours, une semaine dans notre zone. Donc, pour dire qu'on en prend souvent cela pour en faire un problème. Mais nous disons, pour répondre à la question, nous disons qu'il faut définir une politique du droit au logement qui prend en compte votre question, mais pas, effectivement, comme vous l'avez dit, la politique des parcelles. C'est parce qu'il y a une politique de parcellisation qui fait que les populations, chacun veut avoir accès à une parcelle. C'est pourquoi nous parlons du droit au logement. Il y a des modèles de choses, de construction à niveau, dans certains HLM. Et dernièrement, sur la question il est dans notre plateforme. Cependant, sauf que ce qui fait que peut-être que vous n'entendez pas peut-être parfois et sur cette question. D'abord, nous pensons même sur la question de la réduction, et je vais dire que du coût des choses, du bail locatif en zone déjà et loti. D'abord, nous pensons qu'il y a aussi un aspect fondamental qu'il faut voir, notamment aussi le coût des matériaux de construction. Je pense que c'est un aspect important, mais seul l'État lui seul a les leviers pour jouer sur ces questions. Mais tout cela, ça a été pris en compte dans vos discussions pour en aboutir à une adoption? Ça n'a pas été pris en compte. Deuxièmement, pour la question la question, je me rappelle. Du juge Bernard Bougman qui a dit que même si on n'était pas dans une économie de marché, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que tout le monde pouvait avoir une parcelle? Non, la réponse est déjà claire. Voilà pourquoi nous, effectivement, ça répond à notre plateforme. J'ai posé une question. Est-ce que c'était possible, si on n'était pas dans une économie de marché, que chacun puisse avoir une parcelle? Oui, pas une parcelle, mais un accès à un logement décent.
Alors, je rappelle avant que vous nous preniez la parole que nous recevons aujourd'hui la coalition des associations de défense pour le droit au logement avec son président et son vice-président. Il s'agit bien entendu de Herman Moussa Konkobo qui est le président et de Yacoubou Kéré qui est le vice-président. Yacoubou Kéré qui n'a pas beaucoup parlé et qui doit prendre la parole maintenant. Bon, moi, je voulais répondre juge pour la spéculation là. Et vous croyez que l'État ne peut pas faire arrêter ça? Si l'État, même s'il n'y a pas certains des agents de l'État qui sont impliqués dans ça. Vous prenez par exemple les réserves là. Vous allez voir qu'ils ont fait des demandes pour certains projets. Après eux-mêmes, ils divisent ça, ils se partagent, ils vendent 1 million. Mais dénoncez-les. Mais le maire ne peut pas les dénoncer. Lui il est là-bas, il signe des papiers, non? Lui-même, le maire, là, il les connaît. Vous les connaissez. Mais pourquoi lui les dénonce? Parce que lui, est-ce que vous faites votre part de dénonciation, M. Kéré? Est-ce que vous faites votre part? Bon, on dénonce parce que ça n'aboutit pas. Vous avez dénoncé combien? Vous avez dénoncé qui? Et puis ça n'a pas abouti. Bon, pour le moment, on parle entre nous d'abord, mais... Dans la solution, il y en a... Pour compléter sur la question, je pense que, et même la question de la dénonciation, je pense que ça a été fait. Prenez l'exemple de l'arrondissement 11. Nous avons même été rencontrés, le délégué, la délégation spéciale. Nous avons signifié le fait que nous avons eu des échos sur, par exemple, les attributions irrégulières d'une dizaine de réserves foncières sur une trentaine que l'arrondissement dispose. Et cela a été révélé par un journal, je crois que c'est, pour ne pas peut-être citer son nom, par un journal de la place. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait des audits ou en fait des investigations approfondies sur la question. Mais il nous a répondu, il nous a dit que lui, il n'est pas là pour fouiller et revoir en fait le travail de ses prédécesseurs. Et que c'est une continuité de l'État. C'est ce qu'il nous a rétorqué. Deuxièmement, à Sahaba, nous avons été avec d'autres associations pour qu'il y ait la transparence, pour qu'il y ait des audits sur la gestion du foncier à Sahaba. Et aujourd'hui, le rapport final n'est pas sorti. Nous avons exigé que ce rapport final soit publié pour tout le monde. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore sorti. Ça, nous dénonçons. Nous avons... Et au-delà de ça, nous estimons que même les réserves foncières, même parfois même si les conditions d'attribution sont claires, nous pensons que l'opportunité de les attribuer n'est pas pertinente. Voilà, c'est ce que nous pensons. Donc sur la question de dénonciation, voici notre plateforme qui dit l'appurement du passif. Je vous prends un exemple. L'appurement du passif qui date près de 20 ans. Et l'État aujourd'hui veut engager un autre projet de restructuration à Dikofé. Sans moraliser la société sur les malversations qui se sont déroulées pendant les premières restructurations, dans le cas par exemple de Bogodogo et des autres communes même, et des autres arrondissements. Et nous pensons que c'est un préalable. Il faut que pour toutes ces malversations connues, il faut moraliser la société. Comment moraliser la société? C'est que les coupables ou ceux qui se sont fait auteurs, comme vous parlez des spéculateurs, et quel que soit là où ils se trouvent, qu'on puisse effectivement, et je vais dire les punir, pour donner en fait, pour moraliser la société pour les éventuels projets ou actions de restructuration. Mais si cela n'est pas le faire. Mes questions sont précises. Hein. Mes questions sont précises. Je n'ai pas dit que vous n'interpellez pas. Ça n'a pas été mon propos. Mon propos a été dénoncé parce que lui a dit tout de suite qu'on connaît ceux qui... Il y avait tant qui faisaient quoi à la mairie, qui faisaient quoi. Je dis, mais est-ce que vous les avez dénoncés? Ce n'est pas une interpellation. Vous savez que quelqu'un fait des malversations dans des parcelles. Vous le connaissez, mais dénoncez-le. Je n'ai pas parlé d'interpellation. Sinon, vous interpellez à chaque fois. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si lui connaît des gens... et qui ne dénonce pas, il vient s'asseoir ici, il dit on le connaît mais on cause entre nous. Ah non, je suis désolé. Je suis un peu surpris. Oui. Après tout, je veux dire que la société, le Burkina, chacun a son rôle. Nous, en tant qu'entité associative, nous avons notre rôle. L'État et ses instruments ont aussi leur rôle. Et si nous nous dénonçons,
si nous nous interpellons, et en plus, toutes ces malversations, est-ce que aujourd'hui les institutions de l'État ont même besoin que nous les interpellons ou nous les dénoncions? Il y a de la matière. Il y a plein de rapports qui existent, des pistes. Nous-mêmes, on a été auditionnés pour le cas de Bordeaux et de l'arrondissement 10. Mais jusqu'à aujourd'hui, les éléments d'enquête, nous n'avons plus la suite des éléments d'enquête. Et qu'est-ce que nous, en tant qu'association, nous pouvons faire? C'est juste les interpeller qu'ils publient. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Nous avons notre rôle et nous jouons notre rôle pleinement. Attirer, exiger que l'appurement du passif là soit fait. 2. Les tracasseries juridico-policières, c'est quoi? C'est le fait que les populations dans les zones non loties sont l'objet chaque jour, chaque instant de déguerpissement, de convocation au commissariat, à la justice, si bien que l'État a pris une mesure de suspension de quelconque aménagement, surtout dans les zones litigieuses. Et cela n'est pas appliqué. Et du coup, il y a des individus ou il y a des personnes qui ont la possibilité d'avoir des titres pour venir déguerpir sans que le passif qui a fait l'objet de suspension là ne soit chose. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Non, rassurez-vous, de confusion, à mon niveau, il n'en est pas. Et aucunement. Okay. Quand vous venez sur un plateau, nous sommes des journalistes, et ce plateau, il est sérieux. Quand vous dites que vous avez connaissance de malversation et que vous commencez à donner des éléments, nous, journalistes sérieux, on va vous demander de qui vous parlez. Parce qu'on ne vient pas sur un plateau et on dit des choses et qui peut permettre de mettre peut-être jeter le discrédit sur des gens qui travaillent dans... C'est-à-dire qu'on indique mais on ne dit pas. Quand on est sérieux, on va jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai dit, mais qu'ils donnent les noms, pourquoi ils ne dénoncent pas? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Monsieur Curé. Je vais répondre à sa question. Et on a eu une rencontre avec le PDS central, où le directeur, le service technique même, ils nous ont montré 20 réserves qu'ils ont réquisitionnées. Et là, monsieur, lui-même, il nous dit qu'ils arrivent à certains endroits où ils trouvent que les gens ont pris des réserves, ils ont morcelé même vendant. Donc lui, il est au courant. Okay. Lui-même peut dénoncer. Lui, il a la mairie, le scientifique technique de la mairie. Lui peut dénoncer. Mais pourquoi lui ne dénonce pas? C'est parce que nous, on est partis, on les a rencontrés, qui nous a dit, c'est la liste même des 20 réserves là, ici, ils nous ont remis. C'est bien. Je vous prends un exemple. Un autre exemple. Vous prenez le cas, par exemple, de l'affaire arrondissement 10. Je ne me rappelle plus exactement du nom du mis en cause. Oui, de la zone de l'école Al-Bayan. Oui. Mais juste, nous avons dénoncé, on a dénoncé, on a même posé des plaintes. Mais ça a donné quoi? Depuis 2000 combien déjà? Donc pour vous dire que pour nous, aujourd'hui, nous avons pensé effectivement que dans le contexte de la transition, parce que on est déjà à 8 mois, ou je ne sais pas à combien de presque 8 mois, nous pensons que dans ce contexte, si les choses ont véritablement changé, peut-être ailleurs nous n'en savons pas, mais dans notre contexte sur la question du droit au logement, nous pensons que les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé, les choses doivent changer. Nous parlons donc de droit au logement, nous parlons de questions foncières dans cette émission tribunal de l'actualité aujourd'hui avec deux responsables de la coalition des associations de défense pour le droit au logement. Herman Moussa Konkobo, qui en est le président, et Yacoubou Kéré, le vice-président. Bernard Bougman. Oui, à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, les lotissements étaient pratiquement suspendus. Les autres localités ont été autorisées à reprendre. Plusieurs délais avaient été donnés, ça n'a pas été respecté. Aujourd'hui, la situation est à quel niveau? Merci bien, juge. Je pense que la situation est toujours le statu quo. Et pour le cas de Ouagadougou, la mesure de suspension demeure. Cependant, pour ce que nous constatons, c'est que dans toutes les zones litigieuses, il y a en fait des opérations d'aménagement qui sont en cours. Ce qui veut dire que la mesure de suspension n'est pas appliquée dans sa rigueur. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que la suspension avait pour objectif d'apurer le passif.
Et il faut dire qu'il y a eu plusieurs commissions, vous avez cité 2 ou 3 commissions qui ont été instituées. Aujourd'hui, aucun bilan de ces commissions. Aucun bilan. C'est pourquoi nous disons, nous avons fait le point, nous avons décidé de rencontrer les autorités et nous avons fait des demandes d'audience. Et jusque-là, le ministère ne nous a pas encore reçus. Nous avons adressé 2 demandes d'audience. Et deuxièmement, ceux qui nous ont reçus après, bien sûr, 2 demandes aussi, et les communes de Sava et l'arrondissement 10 et 11, lorsque nous avons demandé un plan, même un plan de travail, aux délégations spéciales, un plan de travail sur la question foncière, il n'en a été incapable. Un plan de travail. Parce que nous nous exigeons que, dans ce contexte actuel, une délégation sociale ou un plan de délégation sociale ne peut pas aller s'asseoir là-bas comme si de rien n'était, comme si ce n'est pas suite à des problèmes qu'ils sont là-bas. Voilà. Et c'est le cas le plus récurrent, c'est le cas de l'arrondissement 11, qui nous dit que lui et son équipe, ils ne sont pas là pour, en fait, revoir les aspects de leurs prédécesseurs. Voilà. Et c'est inquiétant. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'ordre des priorités, peut-être, il y avait d'autres choses à voir? Oui, M. Kéré, qui n'a pas beaucoup parlé. Bon, moi, je reviens souvent à M. Bougouma par rapport à la suspension là. Vous savez qu'on a suspendu depuis 2011, mais il y a des gens qui vous amènent des attestations d'attribution de 2020. Ça, c'est la faute à qui? Des attestations de 2020. Et mis à part cela, quand vous prenez par exemple la zone de Balcu comme ça, on les a recensés, et tous, A, B, C, mais personne n'a payé un montant. On les dit d'attendre. Mais tenez-vous bien qu'il y a des gens qui viennent, il y a des maisons qui poussent là-bas, comme des champignons. Mais après tout, c'est pour nous dire que non, la parcelle là, ça ne va pas suffire pour tout le monde ne peut pas avoir. Non. Ça, c'est la faute de l'État, c'est nos municipalités. Et maintenant, nous voulons que si l'État va reprendre ça, qu'ils associent les habitants. Ce n'est pas les délégués, 1 délégué, 2 délégués, non. Il faut des groupes de peut-être d'une dizaine de personnes et qu'on les associe à la commission pour qu'ils travaillent. Là, ça serait un peu transparent. Peut-être pour terminer avec la question, est-ce qu'ils n'ont pas des ordres de priorité? Mais qu'ils nous disent les ordres de priorité. Il y a la crise sécuritaire actuellement. À Ouagadougou, je vous rappelle qu'il y a un ministère et un ministre de l'habitat et des affaires foncières. Il a un secrétaire général, il a des directions techniques. Et ils ne peuvent pas nous dire qu'on a nommé un ministre des affaires foncières et de l'habitat pour s'occuper uniquement que de la sécurité. Non, c'est aberrant. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sérieux que cela. Voilà, la question sécuritaire, comme nous disons, nous sommes tous frappés et effectivement c'est l'une des grandes préoccupations de notre pays actuel et nous, autant que nous sommes, nous contribuons aussi à ce que cela soit un de nos majeurs. Mais pour dire, il faut que les autorités qui ont été commises à cette tâche puissent faire le travail. Mais les autorités commises à cette tâche font quand même le job. L'adoption de la loi sur la promotion immobilière reste quand même une avancée. Bernard Bougouma. Oui, en fait, il dit qu'il y a des zones loties, on s'est suspendu, mais il y a des maisons qui poussent. Parce qu'effectivement, vous avez aussi des populations qui y vivent. Et monsieur a construit sa maison 10, 15, 20 ans. Le lotissement ne vient pas, il a des moyens, il attend. Et un matin, il se lève et construit un parpaing. Une maison en bonne et due forme, selon ce qu'il voulait, dans la même zone non lotie. Non, il ne parle pas de ça. En fait, ce qu'il veut dire, il veut dire par exemple que quand vous prenez le cas de Balcu et de beaucoup d'autres, il y a eu des opérations de bornage. Ok. Et donc, en réalité, on considère que la zone même est lotie. Ok. Maintenant, pour le fait de la suspension due aux attributions irrégulières, le processus est bloqué. Et comme on a suspendu, on a dit que ces zones-là, il ne doit pas y avoir un aménagement parce que c'est suspendu. D'ailleurs, même les actes administratifs sur la question est suspendu aussi. Donc, du coup, si des gens viennent avec des attestations ou des autorisations de 2017, de 2020 ou de 2012,
ça pose problème. Pendant que ceux qui ont été recensés et qui n'ont pas encore été attribués, ça a été borné, mais ça n'a pas été attribué. Attendent. C'est eux qui se trouvent toujours comme une situation de non-loti. Donc, eux, ils font la veille de sorte à ce que la situation, on puisse faire l'attribution. Mais par contre, des gens viennent avec des documents et ils battent, ils construisent. Donc, du coup, ça complique la question, ça complexifie la question de l'appurement. Voilà un peu ce qu'il a voulu dire. Alors, peut-être, Geoffroy Vara, vous avez peut-être une dernière préoccupation? Oui. On est presque dans la dernière ligne droite maintenant. C'est vrai que lorsqu'on lit vos revendications, vous parlez de tracasserie juridico, le terme c'est policier. Je pense qu'il y a une pression qui doit être mise sur certains là-bas. Comment ça se passe? Et il faut dire que sur cette question, c'est vraiment l'une des préoccupations pressantes actuelles. Parce que c'est dans le même contexte. Le bornage a été fait, et comme le bornage a été fait, quelqu'un vient un jour, il présente une attestation où il dit que la parcelle l'appartient. Pourtant, ceux qui ont été résidents, qui ont été recensés, n'ont pas été attributaires. Et en plus de la suspension pour régler la situation. Donc du coup, ces gens sont convoqués, en général, soit au commissariat, soit à la gendarmerie. Et parfois sont l'objet, parce que quelqu'un qui détient un document, quand il vient, et parfois avec des huissiers qui viennent pour les... Donc chaque jour, presque chaque jour, nous sommes au commissariat, à la gendarmerie, et ça fait que, souvent même pour travailler, pour aller à nos occupations, pour avoir à manger, et c'est problématique. Parce que l'association ou ces problèmes, ce n'est pas notre travail. Voilà, on n'a pas créé l'association pour le travail. C'est pas un travail. C'est parce qu'il y a des problèmes, il y a des préoccupations. Donc du coup, il y a des tracasseries à longueur de semaine, à longueur de jour. Et nous demandons, nous avons fait une proposition par exemple au PDS qui les ont rejetés, de convoquer les acteurs de la justice. Le PDS, c'est quoi? Et le président de délégation spéciale, de convoquer les acteurs de la justice, et les OPJ et les acteurs au niveau local, par exemple. On peut échanger au niveau local parce que le problème de la question, c'est quoi? C'est qu'il y a des conflits et pose un problème de cohésion sociale à l'intérieur. Du fait que ça pose un problème de cohésion sociale. Et nous sommes encore obligés de jouer ce rôle, parfois même d'apaisement et des choses au niveau des zones. Pire, est-ce que vous savez même qu'il y a des populations autochtones, par exemple de Yamtenga. Même le chef de Yamtenga, il n'a pas été attributaire. Et oui, jusqu'à aujourd'hui. Et même ils ont le processus même aussi. Ils ont bloqué le processus aussi lorsque on envahissait déjà la cour, le palais et du chef. Est-ce que vous concevez ça? Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, pas de dénouement. Pas de dénouement. Et Bernard il n'a pas été attributaire de quoi? Du parcelle? Oui, avec tout, je veux dire que toutes les populations autochtones qui nous ont reçus et qui nous ont aussi cédé des lopins de terre, ils n'ont pas été attribués. Qui ont vendu des lopins de terre ou qui ont cédé? Bon, qui ont vendu. Parce que c'est ça aussi. Non, il y a deux cas. Parce qu'il y a des zones loties où ici les propriétaires terriens ont vendu eux-mêmes leur lopin de terre. Ils ont parcelé, ils ont vendu, et puis après, lui-même il squatte aussi dans un petit coin. Maintenant, il attend le lotissement pour dire que comme eux, ils sont natifs, c'est leur terre, ils ont aussi droit à des parcelles. Parce que en général, pour les palais des chefs, bon, je ne sais pas là-bas à Yamtenga comment ça s'est passé, mais en général, ceux qui s'occupent de lotissement prennent des dispositions pour sécuriser l'enceinte du palais. Parce que vous ne pouvez pas faire déménager, en général, on ne fait pas déménager le chef compte tenu des implications sociales parce que c'est un palais. Voilà, donc, mais il y a tout un travail de sécurisation du palais qui est quand même, qui a une symbolique forte parce que c'est chez le chef. Mais j'ai dit parfois, ces messieurs n'ont pas cédé leur terre. Non, oui, je comprends. Ils les ont vendus. Mais en même temps aussi, ce qu'il faut dire, effectivement, pour la plupart des résidents qui ne sont pas autochtones ont payé. Mais en même temps aussi... Est-ce qu'il y a même un résident non autochtone qui n'a pas payé? Oui, qu'un propriétaire terrien a dit, monsieur, venez vous loger ici, dans les zones où le tir dans ces dernières années-là, est-ce qu'il y en a? Non, dans ces dernières années, non. Mais je vais dire que si on veut remonter aussi à l'histoire, parce que ces zones ne datent pas d'aujourd'hui, je vais dire qu'il y en a aussi qui ont reçu quand même l'hospitalité et autres, tout. Mais
le contexte actuel, c'est la marchandise. Sur 10, ils sont combien? Il dit lui-même que c'est dans l'histoire. Aujourd'hui on en convient que ça relève de l'histoire. Mais je veux dire aussi qu'il ne faut pas aussi généraliser en faisant comme si certains autochtones ne sont pas aussi hospitaliers. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, on n'a pas dit qu'ils ne sont pas hospitaliers. Ils monnaient leur hospitalité. C'est deux choses. Oui, différentes. dans le contexte actuel. Sinon, ils ne disent pas personne n'est pas venu. Oui. Mais ils monnaient l'hospitalité. Dans le contexte Le actuel. problème, c'est qu'après, il se plaît que lui, il n'a pas de parcelles, il n'est pas attributaire, puisque vous avez vendu vos terres. Donc, on vous traite maintenant de la même façon que les autres. Si on était venu et puis l'espace était large, en ce moment, vous pouvez dire, l'espace est large, moi j'ai revendiqué au moins un lopin de terre. Mais on demande à celui qui est là, comment est-ce que vous avez eu accès? Il dit que c'est ce monsieur-là qui m'a vendu. On demande à un autre, qui vous a vendu la terre? La même personne a vendu des dizaines de parcelles. Non, mais il faut que je fasse. Ce sont les terres de ses parents. Il faut que je fasse une précision à ce niveau. 30 secondes. Il faut que je fasse une précision à ce niveau. Parce qu'il y a le fait que certains, oui, ils ont vendu, mais il y a le fait que eux-mêmes, au-delà de vendre la zone qui n'est pas viabilisée, qui n'est pas lotie, eux-mêmes ont des portions, ou avaient des portions, pour le cas de Yamtenga, où ils y résidaient. Et vous savez qu'avant, dans les commissions d'attribution, par rapport aux attributions, même nous autres aussi, c'est ceux qui y sont résidents en fait, et qui sont priorisés. Et dans le contexte du cas de Yamtenga que je prends, qui n'est pas un cas général, c'est que certains aussi sont résidents, ont sur eux-mêmes leur propre lopin de terre, pas sur ce qu'ils ont vendu, qui aussi devraient être attributaires parce qu'ils ont été recensés. Et c'est ça que je suis en train de signifier. Et ceux-là ne le sont pas. Malheureusement, le temps qui nous est imparti pour cette émission est arrivé à échéance. Et cette émission ou cette audience du tribunal de l'actualité s'achève. Elle était consacrée à la problématique du droit au logement. Un sujet vaste sur lequel sans doute on reviendra avec d'autres acteurs pour avoir d'autres sons de cloche. Était présent à l'audience de ce jour Herman Moussa Konkobo, président de la coalition des associations de défense pour le droit au logement, section de Borodogo et de Saba. Merci, M. Konkobo, d'avoir honoré notre convocation. Merci, Président. Et également sur ce plateau, Yacouba Kéré, vice-président de la même coalition. Merci, M. Kéré, d'avoir honoré notre convocation. Les juges étaient là. Merci Bernard Bougman. Merci, Président. Merci Geoffroy Vara. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.